Je crois que les assistantes sociales suivent un peu les familles au début et au moins pour voir l'insertion de l'enfant dans la famille, parce que généralement lorsque la famille se propose de prendre en charge un enfant, elle doit remplir quelques conditions, hein, surtout les conditions matérielles, de stabilité. Et donc, lorsque l'environnement est Mais comment bien... vous expliquez que, par exemple, Abdelaziz, il avait des craintes, on avait l'impression qu'il connaissait pas très bien ses droits. Mais c'est pas une question de Non, pardon, je pense que Abdelaziz, lorsqu'il a parlé de crainte, il a parlé de la maman biologique qui pourrait éventuellement, effectivement, reprendre l'enfant. Or, lorsque dans ce qu'il a dit, il nous a bien fait comprendre que c'était une enfant sous X, donc l'identité de la mère n'est pas connue. La mère a abandonné définitivement. Il y a ce PV d'abandon qui fait que la mère ne peut en aucun cas, la loi ne le lui permet pas, de revenir prendre l'enfant. L'abandon définitif suppose toute cessation de filiation avec son enfant. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la réglementation. Moi, je crois que la crainte pour tous ceux qui adoptent, c'est que justement les enfants, quand ils grandissent, qu'ils retrouvent les parents et qu'ils les quittent. C'est-à-dire que même si il a tous les droits sur l'enfant, mais si un enfant retrouve sa mère et qu'il a envie de rejoindre sa mère, c'est-à-dire que c'est une crainte. Et même la société, souvent, quand quelqu'un veut adopter, on le met en garde, mais attention, peut-être que quand il aura 18 ans ou elle aura 18 ans, elle va suivre le chemin de sa mère, etc. C'est-à-dire que la crainte n'est pas seulement administrative. Oui. On sait que légalement ils sont protégés. La mère ne vient pas annuler la kafala, mais est-ce qu'on est sûr que cette mère ne vienne pas par la suite perturber l'enfant? Parce que c'est ça la crainte, c'est l'équilibre de l'enfant. Ce n'est pas la réglementation. Et je connais le cas d'une fille qui était étudiante à l'époque, qui avait fait un enfant, elle l'avait donné en kafala, et une fois à 40 ans, elle n'était toujours pas mariée, bon, pour des raisons qui la regardent, et elle connaissait la famille adoptive, et elle voulait récupérer l'enfant. Bon, elle dit maintenant j'ai les moyens de le récupérer, mais les parents, c'est leur enfant, et c'est là où il est conseillé. Oui, mais là, attention, il faut faire la distinction entre l'enfant privé de famille, donné en kafala par la DAS, et un enfant dont la famille est connue et qui est donné en kafala. Pour cette catégorie d'enfants, et c'est celle-là dont tu parles, Nasera, cette catégorie d'enfants est protégée par la loi. La filiation d'origine reste. C'est vrai que la maman, parce que la kafala est révocable, attention, la kafala est révocable, et ça, c'est le grand problème. La kafala est révocable, mais le juge, la décision reste du domaine du juge parce qu'elle est soumise à son appréciation. Et si le juge considère que l'état psychologique de l'enfant va être mis en danger, il peut refuser de remettre l'enfant à sa mère biologique. Oui, mais c'est-à-dire on parle de loi, mais je voudrais revenir sur la kafala révocable. Vous dites que c'est un problème. C'est pas un moyen de protéger encore plus l'enfant, non? Le problème, vous pouvez le protéger parce qu'il peut vivre dans une famille violente, hein, mais vous ne le protégez pas parce qu'il peut vivre dans une famille saine, épanouie, et à tout moment, ce n'est pas la famille qui l'a pris en charge qui va révoquer la kafala, mais c'est en cas de décès du kafil. En cas de décès, les héritiers, la loi le permet, c'est le code de la famille, les héritiers peuvent remettre l'enfant à la DAS. En cas de divorce aussi, et c'est grave, en cas de divorce, l'enfant peut être remis à la DAS parce que la kafala a été faite au nom du mari. Voilà, je complète. C'est pas le couple qui adopte en fait, c'est un conjoint. Et ça pose le problème. L'enfant n'est pas un objet. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on prend d'un endroit, qu'on met dans un autre, et puis quand on n'en a plus envie, on s'en défait. Quand on adopte un enfant, on accueille cet enfant dans une famille, on est responsable de son devenir. Alors moi, je voulais revenir sur des principes de la Convention des droits de l'enfant. Oui, mais parce que Doria, la kafala n'est pas une adoption plénière. La kafala,
Alors, aujourd'hui, on nous la conteste même comme étant une adoption simple. On dit que ce n'est qu'une simple délégation de l'autorité parentale. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, même les parents kafiles qui ont la tutelle doivent toujours aller à la DAS pour l'établissement du passeport, pour l'établissement de la carte d'identité, alors que la tutelle qui est transférée aux parents kafiles suppose des droits sur l'enfant. Oui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le texte quand même sur la kafala a permis que on donne à peu près 3000 naissances d'enfants qui sont abandonnés après leur naissance. Depuis X temps. Depuis X temps, il y a toujours 3000 enfants abandonnés. Voilà. Depuis X temps. Oui, depuis les années 80. Ne change pas. Donc, on a un problème. Elle a raison. Depuis j'étais jeune, pardon, depuis j'étais jeune, j'entends 3000. On est 2011, toujours 3000. Voilà. Je ne sais pas s'ils n'ont pas encore dans la vie. Non, il n'y a pas de système. Il y a un problème de système de collecte de données. Mais disons que on a quand même un bon nombre d'enfants qui sont nés sous X et qui sont accueillis dans des familles. C'est-à-dire qu'il reste un nombre plus réduit aujourd'hui d'enfants qui restent dans les institutions. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais l'autre chose que soulevait Nadia et qui est aujourd'hui un grand problème, c'est le problème de la révocabilité de la kafala. Et ça, c'est comme si l'enfant était un objet, c'est-à-dire où si le père décède, eh ben c'est la famille qui décide si l'enfant va rester ou pas. C'est même pas la mère qui va décider. Et qui perd tous ses droits. Et qui perd tous ses droits. Or ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, même en cas de divorce, il n'est pas jugé la pension alimentaire au profit de l'enfant pris en kafala. Mais moi, je voulais revenir sur un pays qui ratifie une convention. Voilà. Alors, au niveau de la Convention des droits de l'enfant, la Convention des droits de l'enfant, c'est quand même un document qui est très important à l'échelle internationale. Hein. On peut dire que c'est le texte de loi qui a eu le plus grand consensus mondial. Mais dans la Convention des droits de l'enfant, il y a 4 principes fondamentaux qui sont importants et sur lesquels il n'y a pas de discussion. C'est la non-discrimination. Et on est dans des situations, par exemple là, on est dans des statuts d'enfants qui ne sont pas... Donc, c'est la non-discrimination. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire que les décisions qui doivent être prises dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Le droit à la vie, à la survie et au développement de l'enfant et le respect des opinions de l'enfant. Si vous permettez, Wahiba, elle s'inquiète beaucoup parce qu'elle a 2 ou 3 questions à vous poser. C'est très bien parce qu'elle a un panel de personnalités. En ce qui concerne le livret de famille, pourquoi il n'y a pas la notion entre parenthèses Mekfoul et Mekfoula? Voilà. Et en plus, en base, les tests d'ADN sont sacrés et obligatoires pour nous, pour reconnaître nos parents. C'est-à-dire c'est une revendication pour vous, pour reconnaître nos parents qui nous ont mieux demandé, nous ont abandonnés. Parce qu'on parle beaucoup de la maman, mais je ne sais pas si vous avez remarqué. On parle que pour la maman. On condamne la maman. Il y a des mamans, il y a des mamans. Il y a des mamans qui sont des victimes comme nous. Mais pourquoi on ne condamne pas les géniteurs? À chaque fois qu'on condamne la maman et que celui qui souffre, il continue à souffrir jusqu'à sa mort, c'est l'enfant abandonné. Toujours l'enfant qui souffre. Troisièmement, on base sur les tests d'ADN pour connaître nos parents, nos origines, notre race. On ne sait pas si on est la race, elle est humaine pour tout le monde. On n'a pas une trace. Nous, on vit avec un point d'interrogation. Mais quand on parle de non-discrimination, là, on est dans la discrimination la plus totale. Hein. On est né de parents ceci, on est né sous X, mais il y a la mention soit à l'hôpital. Il y a même une horreur, il y a une mention qui est horrible. Oui, vas-y. Surtout, assez de créer des innocentes. Des innocents, baraket, ça suffit. Autant que pays musulman, baraket, alina fi bilad l'islam, de bilad dawlat al-qanon, baraket, parce que c'est toujours l'enfant qui souffre, jeté dans les voies publiques, vous m'excusez, dans les bacs à ordures, etc. Baraket, parce que c'est les enfants, qu'on souffre. Moi, je condamne chaque enfant, chaque mère et chaque père qui a abandonné ses enfants.
Donc concernant, je parlais de discrimination, on met des catégories sur les enfants qui sont nés sous X. C'est-à-dire que même dans cette discrimination, dans ce rejet social, il y a des catégories, victimes de viol ou jetées dans la rue, etc., etc. Donc tout cela, il y a le cas d'enfants nés sous X, mais après les enfants nés de viols terroristes. Oui. Là, c'était aussi horrible parce que les filles qui ont été violées devant leurs parents ou prises dans les maisons, les parents ne les ont pas défendues. Si elles ont eu la chance ou entre guillemets la malchance de s'être sauvées des maquis, revenues enceintes, on a entendu des pères pleurer en disant j'aurais préféré qu'il la tue. Au moins son honneur aurait été préservé. Donc les parents qui n'ont pas su oser préserver leurs filles contre les viols ont rejeté ces filles. Et les enfants nés de ces viols terroristes qui sont maintenant adolescents, qu'est-ce qu'on en fait? C'est encore une sous-catégorie. Alors, on conclut là, donc on va essayer de répondre un peu. On va essayer de répondre à Wahiba. Voilà. Oui. On y reviendra. Non, mais on y reviendra, je pense, parce que moi je trouve que ce que Wahiba a posé comme problème est très intéressant et très important aussi. Bon, c'est vrai, la Convention des droits de l'enfant, c'est un texte de consensus. Il a essayé de répondre un peu à toutes les cultures du monde, y compris la musulmane qui n'accepte pas l'adoption, mais qui prévoit la kafala. Et la kafala est comprise dans ce texte-là. Maintenant, cette kafala, il faut la construire davantage. Elle est construite, elle a le mérite d'exister en Algérie pour soulager en fait et les parents qui n'ont pas d'enfants et les enfants privés de famille ou les enfants abandonnés, mais les effets, les conséquences de cette kafala sont néfastes. Alors ils sont néfastes, parce qu'elle est révocable, il faut revoir peut-être cette notion de révocabilité. Oui, protéger l'enfant quand il est en danger physique dans une famille. Oui, protéger l'enfant contre la révocabilité lorsqu'il y a décès du kafil. Ça, c'est très important que les textes le prévoient. Maintenant, concernant le livret de famille, lorsqu'il y a concordance de nom, c'est vrai que vous avez quelqu'un qui a dit les enfants sont cruels entre eux. C'est à l'école que l'enfant, souvent, lorsque les parents ne le lui disent pas, découvre que c'est un enfant abandonné parce que il verra ou qu'il est adopté parce qu'il verra qu'il ne figure pas sur ce livret de famille. Test ADN, vous y croyez, vous Test ADN, ça se fait. Les tests ADN se font. Mais je réponds à Wahiba, le texte, le code de la famille met un obstacle, à savoir que on peut connaître le géniteur, et souvent en pénal, le juge pénal le fait, mais le géniteur, non, c'est dénoncé, mais le géniteur ne peut pas épouser la fille parce que on dit l'enfant n'est légitime que si il naît d'un mariage. Voilà. C'est le mariage qui fait l'obstacle. Pardon, alors il faut appliquer la loi. Voilà, moi je suis comme ça. Non, non, je pense qu'il faut faire, qu'il faut faire des propositions concrètes. C'est que effectivement qu'on puisse avec le test d'ADN affilier l'enfant à son géniteur même s'il n'y a pas mariage. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance de paternité. Ça, elle a toujours existé en Algérie, même sans mariage. C'est un enfant naturel, mais la loi devra évoluer pour faire en sorte que l'enfant naturel ait les mêmes droits que l'enfant légitime. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est la recherche en paternité. Lorsque l'enfant sait qui est son père, il peut aller demander à ce père biologique des tests d'ADN. Parce que là est la responsabilité de l'homme. On conclut. Moi, ce que je voulais dire, c'est que au niveau du gouvernement algérien, entre autres au niveau du ministère de la Solidarité nationale, il y a actuellement une réflexion sur la réorganisation des enfants. Elle dure depuis les années 80, la réflexion. Non. Ces 2 dernières années, il y a eu des groupes de travail qui ont essayé d'aborder l'ensemble des problèmes, des questions qui pouvaient se poser à l'enfant, que ce soit à l'enfant dans l'institution, parce que la réforme des institutions est à revoir de bout en bout. Ce n'est pas du tout
telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qu'elle peut permettre à l'enfant de se développer, ni même de pouvoir aller dans une famille d'accueil, et en même temps sur les aspects législatifs qui doivent être aujourd'hui développés pour renforcer la kafala, mais également dans l'organisation des services qui doivent accompagner les familles qui accueillent des enfants. Parce qu'une famille, ça se prépare, ça demande une préparation. On met pas un enfant dans une famille comme ça, c'est pas un paquet qu'on met dans une famille. Il y a une préparation de cette famille. Il n'y a pas que l'enquête sociale. Il y a tout le travail avec la famille pour donc, accueillir. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'à l'adolescence, où il y a souvent des crises, à ce moment-là, la famille se trouve confrontée à une crise qu'elle ne comprend pas. Et elle considère que donc elle rejette l'enfant alors qu'elle est dans un processus naturel, normal de développement. Je souhaite qu'il n'existera plus un enfant abandonné dans notre très cher pays. Ce serait la prévention de l'abandon. Avec le ministère de la Justice et les affaires religieuses et les affaires religieuses refusent, alors que le ministère de la Justice essaie de faire du travail là-dessus. Le ministère des Affaires religieuses refuse le test de paternité. C'est ça le problème, c'est ça qui bloque en ce moment. C'est tout le débat qui se mène. Un sujet sur lequel il faudra certainement revenir. Justement, dans la réflexion que j'ai citée. Bon. Oui, on peut plus. Il est 10h56, c'est terminé. Merci. Madame Toya Ayad et toute l'équipe de Grain de Sel en particulier. C'est fini. En général. Allez, au revoir.